Je suis Florence, une mère désenfantée. Perdre son enfant, c'est une déflagration. Mais dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, une autre souffrance surgit, celle qu'on n'attendait pas, celle qu'on croyait impossible, parce qu'on pensait que l'amour suffirait à nous protéger. L'incompréhension de la famille. C'est une douleur que je veux dire ici, celle que vous ressentez peut-être quand votre sœur change de sujet, quand votre père dit que la vie continue, quand votre belle-mère insiste pour que vous veniez fêter Noël, quand vos proches ne parlent plus de votre enfant, ou pire, font comme s'il n'avait jamais existé. Il y a cette mère désenfantée à qui l'on dit « Tu as 2 autres enfants, tu dois penser à eux maintenant ». Ou cette grand-mère qui, le jour de l'anniversaire de l'enfant décédé, publie des photos de ses autres petits-enfants en souriant. Ou encore ce frère qui s'impatiente « Tu devrais passer à autre chose maintenant ». Ces paroles, ces gestes, ces silences ne viennent pas d'ennemis. Ils viennent de ceux qui portent le même sang, ceux qui devraient être là, ceux qui pourraient vous aimer ainsi, brisés, mais ceux qui souvent ne comprennent pas. Alors c'est une nouvelle perte, une trahison intime, un abandon supplémentaire, une solitude qui devient totale. Quand on perd un enfant, on a besoin d'un abri, d'un endroit où poser sa douleur, d'une voix qui murmure « je suis là », d'un regard qui ne fuit pas, d'une main posée sur l'épaule, sans consigne ni agenda. Mais dans certaines familles, il n'y a pas d'abri, juste un froid, une gêne, une distance. Pourquoi ? Parce que la mort d'un enfant confronte à l'impensable, et l'impensable, beaucoup préfèrent le fuir. C'est un mécanisme de défense parfois inconscient. Certains ne peuvent pas accueillir notre douleur, parce qu'elle réveille la leur, ou menace l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, de leur monde, de leur vie. Marie-Frédérique Baquet, psychologue, parle de ce phénomène comme d'un évitement social du deuil. Elle montre que bien souvent, ceux qui nous entourent développent des stratégies, parfois brutales, pour éviter d'entrer en contact avec notre souffrance. Parce que ça leur fait trop peur, parce qu'ils se sentent impuissants, parce qu'ils ont appris à fuir les émotions. Ce n'est pas toujours de la malveillance, c'est parfois un naufrage affectif ancien qui remonte, une impossibilité d'entrer dans l'intime, une blessure générationnelle, un tabou transgénérationnel. Mais le résultat est le même pour nous. On se sent abandonné. Il faut alors vivre non seulement la perte de notre enfant, mais aussi celle du soutien qu'on espérait, parfois même la perte du lien familial tout entier. On attendait une épaule, on reçoit une injonction. On espérait un geste, on rencontre le silence. On rêvait d'un cercle et on se retrouve au bord du monde. Et dans cette solitude, on peut se sentir trop sensible, trop intense, trop lent à aller mieux. Non, votre douleur est légitime. Ce sont les autres qui parfois ne peuvent pas ou ne veulent pas la regarder en face. La famille, pour certains d'entre nous, devient alors une source supplémentaire de souffrance. Alors il faut apprendre à mettre des limites, à se protéger, parfois à s'éloigner. Cela peut être brutal, déchirant, mais c'est parfois vital. Le psychiatre Christophe Fauré parle d'un tri naturel qui s'opère après le deuil d'un enfant. Il dit que certains liens ne résistent pas à cette épreuve et que cela fait partie du processus. Il écrit « Quand la souffrance est trop grande, les faux-semblants ne tiennent plus. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas être en représentation, pas quand son enfant est mort. » Et puis il y a parfois des surprises, une cousine qu'on croyait lointaine et qui envoie un mot bouleversant, un beau-frère maladroit qui finit par dire « Je n'ai pas su comment t'approcher, mais je pense à lui tous les jours. » Une tante qui, contre toute attente, allume une bougie à chaque anniversaire. Ce seront parfois ceux qu'on avait oubliés. Et ce sont ces gestes-là qui nous maintiennent vivants.
Alors que faire quand la famille ne comprend pas? D'abord se rappeler que le deuil est un territoire intime, et ce deuil-là en particulier n'a pas besoin d'être validé par les autres pour exister. Ensuite reconnaître ce qu'on ressent, la colère, la tristesse, l'injustice. Ne pas nier ces émotions, les nommer, les laisser vivre. Et puis choisir ce qu'on peut encore partager et ce qu'on ne peut plus. Choisir les liens qu'on veut nourrir et ce qu'on veut pour un temps ou pour toujours laisser de côté. Certains d'entre vous décideront de parler, d'écrire une lettre, de dire « voilà ce que je vis, voilà ce que j'attendais, voilà ce que ça me fait ». D'autres choisiront le silence, une distance protectrice, une mise à l'écart provisoire ou durable. Il n'y a pas de règle, il n'y a que ce qui vous protège, vous, ce qui vous respecte, ce qui vous permet de tenir debout. Et si votre famille ne peut pas être votre refuge, alors vous pouvez vous en inventer une autre. Je crois profondément aux familles choisies, aux sœurs de douleur, aux amitiés du gouffre, à ces inconnus qui deviennent des frères parce qu'ils ont vécu le même vide. J'ai appris qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accompagner et que vous avez le droit d'en souffrir. Ça veut dire que vous devez trouver ailleurs les bras qui vous soutiendront. Le deuil n'est pas un chemin qu'on peut faire à plusieurs, si les pas sont trop différents. Mais on peut marcher à côté, dans le même paysage, à distance, et parfois aussi se retrouver. Et si cela n'est pas possible dans votre famille, sachez qu'il y a d'autres mères désenfantées, d'autres pères, d'autres lieux comme ici, où l'on comprend sans juger. Je suis Florence, une mère désenfantée. Vous n'êtes pas seule, même si votre famille ne comprend pas. Nous sommes là, ensemble, même dispersés, dans cette traversée.